Soir, le 18-20. Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h20, il est professeur de philosophie politique à l'université d'Harvard, auteur à succès, et il publie aujourd'hui La tyrannie du mérite, paru aux éditions Albin Michel. Bonsoir, Michael Sandel. Good to be with you. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Europe Soir. Alors, dans ce livre absolument passionnant, vous revenez sur la méritocratie qui ne fonctionne plus, dites-vous. Pire, elle crée des frustrations, creuse les inégalités et menace in fine nos démocraties. Alors, on va en parler évidemment. Tout d'abord, pourquoi parlez-vous de tyrannie du mérite ? It's a good question because on the face of it, merit is a good thing. Le mérite, c'est une bonne chose. Il faut voir comment nous avons été gouvernés dans la mondialisation depuis 4 décennies. La division entre les gagnants et les perdants s'est approfondie dans la politique qui nous sépare. La division est sur l'inégalité en partie, mais c'est aussi sur le changement d'habitude et d'attitude vis-à-vis du succès. Ceux qui sont arrivés en haut tendent à croire que leur réussite, c'est grâce à eux seuls la mesure de leur mérite. Et ceux qui luttent, eh bien, probablement, ils méritent aussi leur sort. La méritocratie a un côté obscur. Ça mène à un hubris parmi les vainqueurs, à une démoralisation, même à une humiliation à ceux qui sont laissés au bord de la route. Oui, vous dites même que le mérite est devenu toxique. Est-ce que ça veut dire que l'effort et la réussite n'a plus de mérite à vos yeux ? L'effort est une bonne chose. Nous voulons que les gens travaillent dur pour développer leurs qualités, leurs talents, contribuer au bien commun. Mais le côté sombre de la méritocratie, c'est pas l'effort en tant que tel, c'est la croyance, la conviction de ceux qui réussissent qu'ils méritent leur succès et que c'est grâce à leurs propres efforts. Et ça oublie le côté de la chance qui nous aide en chemin. Et ça oublie aussi la dette que nous avons vis-à-vis de ceux qui rendent notre réussite possible. Et c'est la corrosion de notre sens des responsabilités pour chacun vis-à-vis de dans la société qui peut ou peut ne pas avoir réussi dans sa vie. Oui, et vous dites d'ailleurs, Michael Sandel, dans les universités très sélectives, par exemple, il y a plus d'étudiants aujourd'hui issus du 1% des familles les plus riches que des 50% les moins aisés. La méritocratie, en somme, n'est pas une réponse à l'inégalité, dites-vous, elle en est une. Et vous allez plus loin puisque vous dites que c'est un terreau favorable au populisme qui mène, par exemple, à l'élection de Donald Trump ou au Brexit. Une des les plus importantes du retour de manivelle du populisme, on l'a vu avec Trump et dans beaucoup d'endroits en Europe, c'est la situation des gens qui n'ont pas eu une éducation universitaire. Et c'est la raison pour laquelle les élites éduquées les considèrent avec mépris, ces gens-là. Eh bien, les politiciens nous ont dit, si vous voulez être dans la compétition et gagner dans l'économie mondialisée, allez à la fac, obtenez des diplômes, ce qui signifie à l'inverse, si vous n'êtes pas allé à l'université et si vous ne réussissez pas, votre échec, eh bien, c'est de votre faute. C'est ça l'implication. Et ça contribue à ce ressentiment que beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu l'éducation universitaire ressentent vis-à-vis des partis politiques. Et c'est une des sources très importantes de l'appel qu'exercent les figures populistes sur les populations. Et en même temps, ça paraît insoluble, Michael Sandel, si on vous suit, parce que la méritocratie existe encore parfois dans nos démocraties, notamment en France et en Europe, où on peut démarrer en bas de l'échelle et finir grand patron ou avoir une carrière formidable. Donc qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là ? N'allez pas à l'université car les dés sont jetés, vous êtes déterminés à échouer ? Non. Il faut encourager plus de gens à aller à l'université, c'est une bonne chose. J'ai passé toute ma vie à l'université. Je crois beaucoup aux valeurs intrinsèques de l'éducation supérieure. Et ça aide les gens à avancer. Mais nous faisons une erreur si nous assumons en tant que projet politique que la meilleure solution à cette différence de position sociale, c'est seulement dans l'éducation supérieure.
supérieure. Seulement une toute petite fraction de la population peuvent échapper au bas de l'échelle en allant à l'université et en s'élevant. Il faut s'occuper des inégalités d'entrée. Il faut parler des conséquences sociales de l'inégalité, l'érosion de la dignité du travail. Non seulement en encourageant une petite poignée à s'élever en tant qu'individu à travers l'éducation supérieure. Oui, d'ailleurs, vous apportez plusieurs solutions ou pistes de réflexion dans votre livre. Vous dites finalement, pour retrouver le bien commun, vous expliquez qu'il faut retrouver des lieux où la mixité se fait. Et vous dites également, ça fait écho à la crise du Covid qu'on connaît tous aujourd'hui mondialement, il faut revaloriser de la bonne manière le travail, c'est-à-dire ceux qui sont méritants. Et on pense évidemment, par exemple, aux premiers de cordée ou aux secondes de cordée, les caissières, les éboueurs, tous ces personnels qui ont tenu la barre pendant la crise du Covid. Vous dites, ça passe aussi par ça. Exactement. Et ce point de la reconnaissance et de l'estime sociale et la reconnaissance de la dignité du travail que chacun accomplit, même ceux qui n'ont pas de crédit universitaire ou de diplôme universitaire, c'est au cœur de la solution. De nouveaux types de politiques qui peuvent commencer à traiter cette polarisation de la société. La dignité du travail pourrait être un thème central pour un projet politique. Les gens qui pensent seulement à la méritocratie. Vous avez parlé de la pandémie. Durant la pandémie, ceux qui travaillaient à domicile, eh bien, sont venus à reconnaître le mérite des travailleurs que l'on ignore d'ordinaire, les caissières, les éboueurs, etc. Les infirmiers, les infirmières, ce ne sont pas les gens les mieux payés dans notre société, et pourtant nous dépendons d'eux. Ce sont des travailleurs essentiels. Ça pourrait être le début de la discussion. Comment mieux les reconnaître, mieux les payer, mieux reconnaître l'importance du travail qu'ils font. J'ai une toute dernière question qui a trait à la situation chez nous en France. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais qui est l'un des pays de l'OCDE, comme vous le savez, où la fiscalité est la plus forte pour les plus riches et la plus redistributive, et en même temps l'un des pays où il faut le plus de temps pour s'élever dans l'échelle sociale. On estime qu'il faut 6 générations à un enfant de famille modeste pour atteindre le revenu moyen d'un pays de l'OCDE. Comment vous l'expliquez ça ? La redistribution est importante et nous n'en faisons pas suffisamment aux États-Unis, mais la redistribution en tant que projet politique ne suffit pas. Nous devons également faire attention à la justice contributive selon la reconnaissance sociale et l'estime à ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. C'est une expression que je trouve très puissante. Martin Luther King Jr., peu de temps avant son assassinat, est allé à Memphis, dans le Tennessee, pour parler à un groupe de travailleurs de la santé qui étaient en grève. Et ce qu'il leur a dit, c'est « La personne qui ramasse vos ordures est, en fin de compte, aussi importante que le médecin. Parce que si lui ne fait pas son travail, les maladies vont se propager. Et tout travail a sa dignité. Nous devons nous occuper de ces différences de salaire et nous inquiéter aussi de la reconnaissance et de l'estime que la société donne aux gagnants et aux perdants et que ça ne s'accroisse pas, ce fossé et ne fasse pas une barrière au projet démocratique. Bien. Ça s'appelle donc La tyrannie du mérite aux éditions Albin Michel. Merci infiniment Michael Sandel d'avoir été avec nous dans Europe Soir. Un livre très intéressant et qui fait écho au débat ici chez nous sur l'ascenseur social et cet ascenseur qui est parfois en panne. Merci à vous. Thank you.